Bon, Claude, Oui. merci de nous accueillir chez toi Oui. ce 1er novembre 2007. Donc j'ai tenu à réaliser cette interview pour faire un petit clin d'œil à la vague belge qui s'est passée en 1990, qui a notamment commencé en 89, qui s'est terminée début 91. Donc on aimerait avoir ton avis sur ce phénomène belge qui s'est passé il y a 17 ans maintenant. Oui. Bon, pour moi, la vague belge a été quelque chose de très important du fait que, par rapport au nombre d'observations au territoire belge et au territoire français, elle a été supérieure à la vague de 1954 en France. Non seulement par le nombre d'observations, mais aussi par sa façon d'être observée aussi bien par les militaires que par le gouvernement belge et aussi par beaucoup de gens qui ont donné des informations très précises sur ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient enregistré. À la suite de ça, il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits et qui ont retracé tous ces événements au niveau politique, au niveau scientifique et au niveau des ufologues qui ont fait beaucoup de livres. Ce qui était particulier par rapport à la vague française de 54 et même de 56, c'est que les observations ont été très particulières au niveau de la vitesse et de la forme des engins. Oui. Parce que on a toujours fait des relations, il y a eu une polémique très importante au niveau des engins qui auraient pu être pris par l'élément furtif, le F-117A ou le F-116 américain qui faisait des expériences et qui était un avion triangulaire et qui correspondait à ce que les gens avaient vu, c'est-à-dire des observations très différentes au niveau forme. Effectivement, la plupart des observations qui ont été faites en Belgique en 89-90, c'est-à-dire fin novembre jusqu'au mai, qui a été vraiment la grosse période d'observation, c'est que tous ces engins-là étaient très lents au niveau vitesse et très bas en altitude. Et il semblait qu'ils voulaient être vus volontairement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces observations ont été faites dans une période qui a été particulière par rapport à ce qui s'est passé quelques mois avant et qu'on n'a pas parlé. Pourquoi la Belgique, pourquoi pas la France, pourquoi pas l'Allemagne, etc. Eh bien, il y a eu une intervention qui a été faite et une observation qui a été faite et qui n'était pas mentionnée, c'est qu'il y a un objet important qui a traversé l'espace et qui semble avoir atterri ou explosé au niveau du territoire belge. Vous savez que la Belgique est très lumineuse, Oui, vu du ciel, vu du nord, au niveau de ses autoroutes, etc. Ouais. Je ne veux pas qu'il y ait une relation cause à effet, mais il y a eu on en aurait dit comme si un objet de grande envergure avait eu des problèmes et avait explosé. Donc c'est quelque chose à la fois de grave et d'intéressant parce que ça aurait pu permettre de comprendre que ces objets qui ont été vus ont été forcément en recherche avec une certaine disparition de leur propre engin. Donc, ces objets qui étaient là pendant plusieurs mois ont été à survoler ce territoire comme pour récupérer quelque chose. Ça n'a jamais été tellement mentionné dans les rapports. On a toujours, quand on prend des livres de cette époque, même de maintenant, la vague belge, ce sont des repérages, des ovnis, des triangles, des lumières, la gendarmerie, l'armée, les radars, enfin du blabla, du blabla. Mais je veux dire qu'il n'y a pas eu d'explication pourquoi. Notamment la Sovets qui a enquêté pendant de nombreuses années, qui maintenant est dissolu, le site n'existe plus. Oui, oui, c'est vrai qu'à la fin de l'année 2007, c'est terminé. Ouais. Donc il y a eu à peu près 2000 témoignages visuels. Même des films, des éléments radars, etc. C'est-à-dire que ça a pris une ampleur considérable. Et je sais qu'un rapport a été fait par l'armée belge en 1997 qui a définitivement abrégé tout ce problème. C'est-à-dire qu'on a dit c'est fini, on n'en parle plus, l'affaire est classée, etc. Bon, ce qui a été aussi négligé par les ufologues, et ce qui est grave d'ailleurs à notre époque, c'est qu'il y a une relation de vague d'ovnis. C'est-à-dire que j'avais écrit un article qui avait été commencé il y a très longtemps par Aimé Michel, qui était un ufologue formidable, parce qu'il avait, comme ceux de cette époque des années 70,
qu'avait pu faire comment peut-on détecter ou prévoir les vagues d'OVNI. Alors j'ai fait un article là-dessus en fonction de l'astronomie. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos ufologues de notre époque puissent avoir un peu de culture concernant l'astronomie pure, c'est-à-dire la science. Et on s'est aperçu qu'il y avait une relation très étroite, mais sûre, entre les vagues d'OVNI et les apparitions et les relations avec les planètes Mars et Vénus, qui se rapprochent de la Terre. D'un axe. Il y avait un graphique qui avait été fait à cette époque-là, c'est que chaque fois qu'il y a des hausses de... la relation planète, c'est-à-dire le rapprochement de la planète Mars, il y a une augmentation terriblement importante d'OVNI. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on voit là, c'est l'axe Soleil-Terre, Vénus ou Mars, et on constate que chaque fois il y a des vagues de recrudescence très importantes. Voilà, ça c'est intéressant. Et là par exemple en 54, il y a eu une recrudescence terrible. Là c'est énorme. Bon, ça c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Oui. Bon, alors en 1990, comme j'ai marqué sur mon article, il y a Mars mais il y a Vénus aussi. Et la Vénus à ce moment-là était très près de la Terre. Alors on suppose, on a un appareil ici astronomique où on peut déterminer, ça s'achète, mais il y a aussi des logiciels, donc c'est quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde, déterminer qu'il y a une corrélation importante entre les vagues d'OVNI et les rapprochements de la planète Mars et Vénus. Pourquoi? Eh bien c'est simplement parce que ces deux planètes ont certainement une relation avec l'espace-temps et des vaisseaux mers, je dis bien que l'espace-temps, peut-être que c'est un peu fort à dire et à comprendre pour le commun des mortels, mais c'est très important. Et qu'ils ont certainement une manière de pouvoir passer dans des périodes très intéressantes pour pouvoir visiter notre planète. Donc ils utilisent Mars ou Vénus comme intermédiaire, comme un relais, pour pouvoir accéder à notre planète. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut étudier parce qu'à chaque vague, il y a forcément une relation. Mais c'est étonnant, on va dire, bon, les gens vont dire, oui d'accord, Mars, le Martien, non, c'est pas Mars. Mais pourquoi Vénus? Pourquoi pas Jupiter, Uranus? Parce que ce sont les deux planètes qui sont à proximité de la Terre. Qui sont, oui. Voilà, c'est qui tournent dans un périmètre très étroit. Mars est un peu plus éloigné, Vénus arrive parce qu'elle se trouve entre le Soleil et la Terre, Mars se trouve entre la Terre, c'est-à-dire un peu, et Jupiter, mais plus éloigné, mais ce sont les deux planètes qui sont à proximité de notre système à nous. Donc il y a une relation importante, il faudra trouver pourquoi. Mais moi j'ai une idée, enfin cette idée elle peut être mise en doute par n'importe qui, mais je veux dire qu'il y a une relation et que le graphique là n'est pas un graphique fait au hasard, il peut être vérifié, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je veux faire comprendre que à chaque fois qu'il y a des vagues d'OVNI, donc à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre ces deux planètes et la Terre, il y a une vague d'objets volants non identifiés qui se produit. Là, c'était pour cette époque-là, de 89-90, c'était Vénus, parce qu'on peut le voir, mais la prochaine, ça peut être aussi bien pour Mars. Mais je veux dire que c'est ces deux planètes qui sont apparemment les portes d'ouverture. Qui font qu'il y ait une facilité pour eux pour venir nous voir. Donc, ce sont des vaisseaux mers certainement très importants, et ensuite, pourquoi ils interviennent? Mais on s'est aperçu également que à la suite de la vague belge, il y a eu une intervention extraordinaire qui a eu lieu. C'est l'année 90, le 5 novembre, où il y a eu cette fameuse traversée qui a fait une polémique importante au niveau de la France, où des Américains ont dit que c'était des rentrées d'un satellite ou d'une satellite, etc. Enfin, il y a eu des hypothèses absolument farfelus qui ont été dit sur ça. En fait, quand ça a commencé au golfe de Gascogne, ça a traversé la France, il y a eu des milliers de personnes qui l'ont vu, et puis ça s'est fini, soi-disant, entre l'Alsace et la Belgique, etc. Mais il n'y a eu pas d'endroit bien précis. C'est des objets qui ont encore vraiment... C'est une personne que tu connais, c'est Jean-Gabriel Grévé, ancien commandant de bord, ils avaient fait à l'époque, en 94, un reportage en mystère. C'était le mi-novembre 90, et il sortait donc il donnait des cours dans un dojo, je crois. Il sortait à 21h avec ses élèves, et il disait que,
ils ont vu comme une ville dans le ciel, Oui. un objet qui se déploie énorme, quoi. Ça, c'est pas loin de Paris. Ça se trouvait, il habite. C'est à Gretz-Armainvilliers. Voilà, à Grèce-Armainvilliers. Ouais. Lui qui était un ancien commandant de bord, qui a fait ses premières études aux États-Unis dans les avions militaires, où il y a eu aussi des objets qui ont passé à côté de lui à plus de 1000 km/h, alors qu'eux, ils ne volaient qu'à 600-700. Eh bien, à Grèce-Armainvilliers, effectivement, il a dit, il répète, il a écrit même dans son livre, et on ne peut pas mettre en doute ses paroles, qu'il avait au-dessus de lui de passer une ville complète, c'est-à-dire un objet qui faisait 300-400 mètres de diamètre, dans un silence complet et dans une altitude très basse. Et ça, c'est quelque chose... Très certainement, ça devait être beaucoup plus grand que ça. Oui, mais il a été tellement stupéfait parce qu'il n'en croyait pas ses yeux, et bien avant de pouvoir déclarer ça, il s'est demandé s'il allait le dire pour pas qu'on le prenne pour un fou, quoi, comme d'habitude. Donc, pour conclure, la vague belge, on peut supposer que c'était une opération de récupération d'un objet qui s'est perdu, égaré. Voilà. Et je pense que par rapport aux sources qui m'a été, disons, un peu inculquées à un moment donné, la vague belge n'a été simplement une récupération d'objets très importants dont on ignore, et certainement on ignorera pendant des années, peut-être des siècles, mais c'était pour récupérer quelque chose. Est-ce qu'ils l'ont récupéré? Mais il ne faut pas oublier que le F-117A ne pouvait pas voler en dessous de 272 km/h avant qu'il s'écrase. Faute de quoi alors que les objets qui étaient là, non pas des vitesses et des altitudes, ils étaient là très lentement, ils faisaient du surplace et très bas, comme s'ils voulaient récupérer ou surveiller quelque chose. Donc là, il y a quelque chose d'important que le gouvernement militaire belge a toujours essayé d'escamoter pour ne pas donner l'éveil, et a voulu enterrer cette histoire, et que maintenant l'affaire est complètement enterrée, on n'en parle plus. Donc voilà, là c'est encore un moyen qu'on peut prévoir ces vagues. Ces vagues sont à prévoir, il suffit de faire un peu de cours d'astronomie et savoir le rapprochement qu'il peut y avoir entre ces deux planètes qui tournent en opposition constamment et qui tournent autour de la Terre. Donc ça c'est un phénomène qu'on peut constater, mais ça n'a rien à voir avec l'orthothénie d'Aimé Michel. C'est autre chose encore. Oui, c'est absolument. Ça c'est simplement, c'est de l'astronomie. C'est simplement le rapport qu'il y a entre les positions des planètes Mars et Vénus par rapport à la Terre et les apparitions subites d'objets non identifiés à la surface de la planète. Mais je ne dis pas la surface de la Belgique, on n'est pas. C'est de dire que les vagues d'ovnis peuvent arriver n'importe où, n'importe quand. Il y a eu en 90, il y a eu aussi 800 observations en 90 en France. Donc, et là on était encore dans des courbes très importantes, et puis ensuite tout s'est arrêté. Mais on peut dire, si on reprend, que des vagues d'ovnis vont se refaire couramment en fonction de ça. Ça ne veut pas dire que ça va exister tout le temps, mais je veux dire que c'est possible. Donc Claude, est-ce que tu pourrais aussi, pour les visiteurs qui nous découvrent là, oui, on peut signaler que Claude Burkel collabore avec la Taverne de l'Étrange, et que quelqu'un que tu connais aussi, qui s'appelle Raymond Terrasse, oui, qui nous a envoyé son article sur les grottes de Lascaux, l'imposture de la grotte de Lascaux et du Ré-Gourdou, oui, et qui va aussi nous envoyer un gros dossier qui s'appelle l'orthogéométrie, qui est un petit peu comme le phénomène de l'orthothénie d'Aimé Michel, qui consiste à faire des alignements. Des alignements par rapport aux apparitions mariales et ovnis. Et lui a travaillé là-dessus énormément concernant le rapport qu'il peut y avoir entre les apparitions d'ovnis, c'est-à-dire les lieux, et les apparitions mariales au cours des temps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de contemporain, ça a également existé dans les temps très reculés. Il y a une relation très étroite. Et c'est vrai que là, on se borne peut-être à un problème qui est un peu gênant. C'est entre les apparitions mariales qui dit la chrétienté, donc l'élément religieux, et qui est toujours délicat à aborder, parce qu'on peut choquer beaucoup de personnes, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre ces apparitions, les lieux, et le problème d'apparition d'ovnis. Et ça, Raymond Terrasse l'a fait non seulement sur la France, mais l'a fait également avec des aliments sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Et c'est un travail colossal qui est formidable, parce qu'on découvre des tas de choses, des hauts lieux
Bah, qui est il m'a envoyé son dossier là par CD-ROM, là dis donc, il y a 19 parties sur l'orthothénie qui passent un petit peu par l'Angleterre, la France, absolument. l'Espagne aussi. Et donc il y a 19 dossiers, il y a à peu près 100 pages, donc il faut que je mette un peu d'ordre dans tout ça. Et j'ai 120 photos aussi, il y a à peu près 5-6 photos par article. Donc j'ai 120 photos à assembler, c'est un gros travail. Mais en tout cas, ça sera en ligne prochainement. Et Oui, bah, tant mieux pour lui parce qu'il il continue à faire un gros travail sur ses alignements et sur ces hauts lieux, ce qu'on appelle des hauts lieux, c'est-à-dire des lieux qui ont été importants dans l'histoire et qui ont été aussi importants dans les religions parce que ça fait un rapport, comme par exemple Fatima, Lourdes, et Compostelle, etc. Et puis aussi des éléments très historiques comme les Gisors, Montségur ou Lyon où il y a eu des choses très importantes aussi. Et tout ça est lié et c'est très complexe. C'est-à-dire quand on arrive à ça, on se demande où on va. Et c'est vrai que bien des fois des gens baissent les bras parce qu'ils disent on ne comprend plus ce qui se passe. Bah, en fait, on n'est pas nombreux, mais nous on est là simplement pour vous apporter des choses qui sont vérifiables, rien n'est inventé. Bon, on essaiera aussi d'avoir Raymond Terrasse, de faire une petite interview pour expliquer ce que c'est l'orthogéométrie, d'expliquer pourquoi les ovnis se posent là et pas là, pourquoi qu'à côté il y a une grotte, pourquoi qu'à côté il y a une cathédrale, pourquoi qu'à côté il y a un tumulus, pourquoi qu'il y a un dolmen, et pourquoi que les ovnis ils sont concentrés dans ces zones-là et pas sur les d'autres zones où il n'y a rien. Oui, c'est exactement ce que moi ce que je dénigre, c'est que les ufologues ne font pas assez de recherches dans ce domaine-là, parce que ça pourrait nous apporter de l'eau au moulin sur les recherches qu'on fait tous ensemble et qu'on essaye d'expliquer, même si on l'explique mal, parce que c'est vrai que c'est tellement complexe, on fait faire tellement beaucoup d'erreurs, mais l'erreur est humaine. Bah, en tout cas, pour conclure, on n'y arrivera pas tout seul. Moi, j'y arrive pas tout seul. On est deux, on est trois, on est quelques-uns dans l'équipe maintenant. On va essayer d'apporter de mettre un petit peu d'eau au moulin et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Oui, on construit le mur, c'est pas facile. Sans vouloir avoir raison. Hein. Sans vouloir. Chacun on n'est pas là. On n'est pas là. Moi, je ne dis pas que c'est la vérité. Je suis la vérité. J'apporte des éléments. Chacun en fera ce qu'il en veut. Mais on apporte des éléments quand même qui sont vérifiés. Oui. Mais ces éléments, il faut que les gens puissent le vérifier par eux-mêmes et les chercher. Mais je pense que, encore une fois, nos ufologues doivent se pencher un peu plus sur l'astronomie pure. Bon, bah, le message, un petit mot pour la fin alors. Eh bien, j'espère qu'on n'a pas été trop long, et puis que ça n'a pas été trop dur à comprendre, et puis on s'excuse pour toutes les